prépare vos ambitions. Pour qui sculptez-vous? Pour la cité que nous connaissons, la cité d'aujourd'hui, les hommes d'aujourd'hui, ou pour les temps futurs? Les hommes d'aujourd'hui ont une promesse pour demain. Je travaille dans l'espace non seulement pour ceux d'aujourd'hui, mais surtout pour cette cité idéale et pour les hommes qui vont l'appeler. Autrement dit, peu importe que certaines sculptures paraissent insolites aujourd'hui, si elles contentent les hommes de demain. Et si je comprends bien, les conseillers municipaux qui s'opposent dans certaines villes de France à la présence de architectes sur la place de leur village sont des hommes qui n'ont que les yeux du présent. Oui, c'est comme ça c'est la réalité. Mais nous vivons pas seulement sur la réalité, nous vivons aussi avec les promesses du demain. Et je pense aussi que les villages, leurs places, et les villes avec leurs grandes places auront quelquefois des excellentes sculptures et des très bons représentants de cette pensée, ces pensées, comment dirais-je, des sculpteurs qui rêvent à des formes pures et qui vont un jour embellir et braver le soleil. Vous cherchez un peu, comment dirais-je, à troubler la continuité de notre emploi. Non, ce n'est pas nécessairement que nous voulons les troubler, mais nous voulons les convaincre. Parce que tout ce que nous faisons dans la sculpture est un long chemin de méditation. On se prépare et on arrive jusqu'à la chose parfaite. C'est donc, ce que nous voulons, c'est proposer une chose déjà parfaitement voulue. Pas accidentelle. Et évidemment, on comprend que un certain nombre de nos contemporains n'ont pas beaucoup de temps. Hésite à comprendre ce que vous voulez traduire. Par exemple, je représente la sculpture qui est à votre gauche. Ça, c'est un harlequin hurlant. J'ai fait ça en bronze de cette grande statue qui a presque plus de 2 mètres d'auteur. J'ai fait un bronze qui orne une façade dans la petite ville hollandaise qui s'appelle Haarlem. C'est d'autres sculptures. Et ça, c'est alors, ça c'est une épreuve intermédiaire de la statue de Rotterdam, qui est la Jeanne d'Arc de la ville de Rotterdam qui s'est détruite, brûlée, bombardée d'abord. Est-ce que vous travaillez beaucoup le bois? Je vous vois entouré d'arbres. J'ai beaucoup travaillé dans le bois et je reviens vers le bois comme vers une vieille maîtresse, exquise encore. Cette sculpture, par exemple, qui j'imagine représente Prométhée, je n'ai pas beaucoup d'imagination pour rêver des choses pareilles, il n'y a qu'à la regarder. Combien de temps avez-vous mis à sculpter? Le valeur temps ne compte pas tellement ça, car c'est les résultats qui comptent. Eh bien, par exemple, il faut d'abord commencer à débarrasser ces grands blocs de bois de ce qu'on n'a pas besoin. Et après, il faut commencer à finir ce qu'on appelle finir et préciser certains détails. Ces détails, cette précision prend beaucoup plus de temps et beaucoup plus de méditation sur ce qu'un détail doit faire dans un grand ensemble. Mais vous ne brisez jamais rien. On ne brise jamais. Un jour, Michel-Ange, on lui a posé la question, est-ce que vous ne cassez jamais quelque chose dans la sculpture que vous faites? On ne casse jamais la sculpture quand on essaie de la faire. Et on peut toujours improviser, j'imagine. Dans notre sculpture, on improvise toujours, parce que c'est une chose qui n'est pas limitée ni par l'anatomie, mais elle est limitée aussi par la faculté et le degré de la talentuosité qu'on a, ou qu'on n'a pas. Je voudrais faire voir aux spectateurs votre atelier, car on imagine toujours un sculpteur moderne comme un homme qui vit dans l'abstraction la plus totale. Or, toutes les sculptures qui m'entourent nous paraissent au contraire très claires. Par exemple, la sculpture qui est en face, c'est évidemment un poète, vous avez compris. Oui, ça c'est un poète parce que j'aimais justement, il s'agissait de Paul Éluard. Et comme j'aimais beaucoup ses poèmes, et comme quand je suis revenu d'Amérique, j'ai connu pour la première fois son poème sur la liberté, j'ai pensé toujours consacrer ça. J'ai fait donc un poème dont le corps est couvert avec des poèmes. Et dans ce cas-ci, ce sont des poèmes de Paul Éluard qui couvrent le corps, ces bronzes qui représentent, n'est-ce pas, le poète, le corps du poète. Cette autre sculpture-là pourrait être un monstre qui sort d'un marécage, par exemple. Est-ce que je me trompe encore? Je ne sais pas si c'est un monstre, si ça ressort d'un marécage, mais il sort en tout cas de sa matière. Et il sort avec une prétention d'éclairer quelque chose dans l'opacité de la vie de l'homme qui la regarde. Cette autre sculpture, je sais, pourrait peut-être être dédiée à Jean Cocteau, est-ce que je me trompe? Je l'appelle Orphée. Ah, bien. Ça donc, ça touche aussi Cocteau, ça touche tout le poète. Il a peut-être une figure qui ressemble à un oiseau, mais son corps commence par être un instrument, et ce n'est pas seulement que l'instrument, ce n'est pas seulement l'Orphée, c'est l'instrument en fait, c'est l'homme instrument. Et c'est ça que je voulais expliquer. M. Zadkine, vous
vous êtes en France depuis 1909, vous avez, je crois,